Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Au moment où la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale est confrontée à une crise économique sans précédent, des populations et des experts en économie s'interrogent sur son bras financier, à savoir la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Est-elle devenue une institution fantôme, essoufflée? 40 ans après sa création, la BDAC a-t-elle réussi à transformer la structure des économies de la sous-région Afrique centrale? Pour en savoir davantage sur cette institution financière régionale et le développement industriel de l'Afrique centrale, nous sommes à Malabo pour rencontrer le président de la BDAC, Fortunato Offa-Mbonchama. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à la représentation nationale de la BDAC à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. D'abord, sur la situation économique de la sous-région Afrique centrale depuis 2016. C'est une récession qui est observée dans certains pays de la sous-région. Quelle est votre analyse de la situation économique de la sous-région Afrique centrale? Et merci beaucoup. Je crois que la crise économique qui subit notre sous-région est la conséquence peut-être d'une stratégie de développement ratée. Et je le dis parce que, comme vous le savez, 5 pays sur 6 de notre sous-région sont pays producteurs de pétrole. Et on s'est conforté sur les recettes pétrolières abondantes et on a oublié que pour qu'une économie soit solide, il faut que ce soit une économie diversifiée et nos États n'ont pas diversifié leur base productive. Ce qui fait qu'une fois que les prix du pétrole ont chuté, on s'est retrouvé avec la crue réalité de qu'en dehors du pétrole, nos économies n'existent plus. Et c'est ça qui fait que la crise frappe beaucoup plus fort dans la région de la CEMAC qu'ailleurs. Et c'est pour cela qu'en ce qui concerne notre institution, nous avons fait l'analyse et nous avons pris des décisions pour éviter que ces situations puissent perdurer à l'avenir. Justement, au regard de cette crise qui secoue la sous-région Afrique centrale, plusieurs analystes économiques se sont interrogés sur le rôle que devait jouer en principe la Banque de développement des États d'Afrique centrale. 40 ans après sa création, où est-elle passée? Comment expliquer que durant de nombreuses années, elle a été peu enclin à financer le développement des projets dans la sous-région Afrique centrale? Et les populations ont raison de s'interroger parce que pendant 40 ans, la banque a manqué d'une vraie stratégie de développement. La banque s'est contentée de financer tous les gros projets d'infrastructure et sans vouloir préjuger sur le mode de ce financement, mais on se dit qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan, même au niveau des infrastructures dans la sous-région, on n'est vraiment pas dans le peloton de la tête quand on voit des pays qui sont mieux dotés en infrastructure. Cependant, ce sont des projets qui absorbaient énormément de ressources, mais qui donnaient très peu de visibilité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dès notre arrivée, nous avons dit que 40 ans perdus, mais on ne peut plus continuer dans ce chemin. On a changé de vision, on a élaboré un plan stratégique qui couvre 2017-2022. Justement, au moment où vous prenez la tête de cette institution, nous sommes en 2017, quels sont les indicateurs économiques et financiers et les performances que vous trouvez de cette banque de développement des États d'Afrique centrale? Nous avions hérité une banque en difficulté, de fortes difficultés. Et nous trouvons une banque au plan interne, la situation, l'ambiance de la principale ressource d'une institution qui sont les ressources humaines, et l'ambiance était extrêmement délétère, il n'y avait pas de visibilité, la banque avait
peine de recruter des cadres performants parce qu'ils ne voyaient pas clair, il n'y avait pas un plan de carrière à la banque et il n'y avait pas une politique de gestion des ressources humaines. On trouve une banque auquel la situation de trésorerie était extrêmement critique, à peine 2 milliards de trésorerie disponibles. On trouve une banque au niveau qui est ancrée 40 ans en arrière en termes d'élaboration et présentation des états financiers. On trouve une banque, comme je l'ai dit, sans une visibilité vers où on va aller. On trouve une banque là où même les structures elles-mêmes ne répondaient pas aux enjeux actuels. On trouve une banque là où, au niveau de la gestion, des instants de gestion, il y a des problèmes sérieux de gouvernance et il y a une forte intrusion politique. Et nous faisons partie d'une association internationale, institution de financement et de développement, là où on évalue chaque institution et nous étions toujours les dernières dans cette évaluation. Et donc, ce qui a fait que dès notre installation, nous avions demandé de nous faire un état de lieu pour qu'on sache quelle est la réelle situation et sur quoi nous devons travailler pour qu'on change cet état de choses. Alors, cet audit, les résultats qui ont été, que vous avez pu observer démontrent quels sont les réels problèmes de la BDAC, quelles sont les premières réformes qui ont été engagées un an lorsque vous êtes arrivé à la tête de cette structure. Les réformes que nous avions engagées dès notre arrivée, c'était en premier lieu, on a décidé déjà de conforter le personnel. Parce que tout plan d'action que nous pouvons concevoir, on ne peut l'exécuter qu'avec le personnel. Donc, la première chose, c'était faire les réformes de personnel. On a élaboré une statut de personnel qui donne une visibilité sur un plan de carrière qui élimine les inéquités qui existaient en termes de traitement de personnel, etc. etc. Aujourd'hui, chaque cadre peut déjà avoir une vision à terme de sa carrière au niveau de la banque. On a introduit une gestion par objectif au niveau de la banque qui n'existait pas. Aujourd'hui, au début de l'année, chaque cadre, chaque service reçoit une lettre de mission, là où on le fixe les objectifs qu'il doit atteindre au cours de l'année. Et ce sont ces objectifs qui feront l'objet de son évaluation à la fin d'année, au lieu de le faire d'une manière subjective comme c'était auparavant. Après ça, on a attaqué ce qui est le fonctionnement interne. On a créé un certain nombre de comités de travail internes pour faire un meilleur suivi. On a trouvé que pratiquement il y avait une espèce de greffe camouflée. On trouve 118 dossiers de demande de crédit qui sont entrés à la banque depuis plus de 3 ans et qui ne sont pas objets d'instruction par les services. Comment expliquer cette situation-là? Justement parce qu'il y avait une malaise énorme au niveau du personnel et il y avait même des lettres ouvertes qui circulaient, signé par plus d'une quarantaine de cadres qui revendiquaient vraiment un meilleur traitement, un traitement équitable. Et on avait trouvé que le personnel avait passé pendant 4 ans sans qu'on puisse leur payer, par exemple, leurs allocations familiales qui sont des droits statutaires et sans une raison qui les justifie. Toutes ces choses-là créaient une ambiance difficile au niveau des personnes. Vous avez parlé de l'intrusion de la politique dans la gouvernance de cette BDAC. De quoi il s'agit concrètement pour que les téléspectateurs comprennent? Il s'agit simplement que les décisions techniques que la banque doit prendre ne doivent pas avoir d'influence politique. Et parlons par exemple d'un organe qui est comme le comité d'audit, qui est un organe qui doit faire l'analyse technique des dossiers avant que ces dossiers aillent au conseil d'administration, mais quand cet organe est représenté par des fonctionnaires qui représentent les États en même temps dans des organes de décision, et ce qui fait en sorte que les décisions ne peuvent pas être prises
en toute technicité, et en plus ils sont une majorité. Nous avons réformé cela, nous avons fait que cet organe reprend son essence et nous voulons que ce soit majoritairement par des administrateurs indépendants, des techniciens qu'on recrute sur la base de leurs compétences et que ce soit aussi présidé par eux et qu'ils fassent une analyse technique pour que les décisions que le conseil d'administration va prendre sur l'aspect technique soient rien que techniques et sans qu'il y ait des influences politiques. Alors, vous héritez d'une banque qui a une trésorerie, vous l'avez dit, fixée à 2 milliards de francs CFA avec de nombreuses difficultés managériales également. Alors, comment vous faites alors qu'il y a de nombreux projets intégrateurs qui attendent des financements? Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place à ce niveau? Ce que nous avions fait, c'est tout d'abord de prendre une mesure conservatoire et dire, au vu de ce niveau de trésorerie, nous avons suspendu le décaissement au niveau interne de la CEMAC, mais continuer à respecter les engagements extérieurs de la banque. Et en même temps, nous avons vu que dans les 2 années passées, la banque ne vivait que des ressources qui venaient de la BEAC. Et nous avons dit qu'il faut que la banque ait une indépendance financière, il faut que la banque puisse diversifier leurs sources de financement. Nous avons alors mené une action de présenter et expliquer notre plan stratégique auprès des partenaires financiers internationaux et ce qui leur a énormément convaincu. Et on a commencé à mobiliser les ressources. Au niveau des trésoreries, au cours de l'année dernière et cette année, on a déjà mobilisé plus de 127 milliards de francs CFA. Cela nous a permis de renouer au décaissement et de financer de nouveaux projets. Et puis, comme vous le savez, les projets intégrateurs coûtent énormément d'argent. Nous avons aussi passé un accord, par exemple, avec Afreximbank pour 328 milliards de francs CFA pour cofinancer le projet dans la région de la CEMAC. Donc, au jour d'aujourd'hui, la banque est en mesure de répondre aux sollicitations des États et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui normalement. Et nous continuons à travailler pour que cette situation de crise de trésorerie ne se reproduise pas, au moins pendant les 5 années à venir. Il y a aussi eu un problème à la BEAC, c'est la passation des marchés qui se faisait durant une certaine période de gré à gré. Quel a été l'impact de ce système sur la gestion de cette banque et quelles sont les mesures que vous avez prises à cet effet? Effectivement, on disait tantôt que lorsqu'on travaille avec les partenaires, ils regardent non seulement les plans que nous concevons, mais aussi le fonctionnement interne. On avait des dysfonctionnements, par exemple, au niveau de la préparation et présentation des états financiers. Et la BDAC, leur plan comptable de référence n'est pas actualisé. Et nous sommes en train de passer maintenant, on va passer à un plan comptable qui est mené par les établissements de crédit. Et puis, au jour d'aujourd'hui, la BDAC ne présente pas leurs états financiers aux normes IFRS. Nous avons abordé ce thème, nous avons déjà recruté un expert à demeure qui sont en train de travailler pour qu'à partir de l'année prochaine, que nous puissions présenter nos états financiers aux normes IFRS. Nous travaillons aussi pour lever les fonds dans le marché international. C'est pour cela que nous avons pris l'engagement d'être notés par les agences de notation internationale. On a déjà aussi un expert à demeure qui nous accompagne. En ce qui concerne la passation de marché, effectivement, ça c'est un aspect important et que ça se faisait de gré à gré. Nous avons mis en place des procédures de passation de marché. Nous avons créé des commissions de marché, une grande commission de marché qui a la dernière parole. Mais avant ça, à chaque fois qu'il y a un marché à passer, il y a des sous-commissions qui font des analyses, etc., etc. Une fois qu'ils élaborent leur rapport, ce rapport est soumis à une grande commission de passation de marché qui doit le valider ou l'annuler. Et en plus de ça, quand l'année commence, on doit déjà établir clairement
quels sont les marchés que nous voulons passer au cours de cette année. Et ce plan de partition de marché est validé par la grande commission de partition de marché et par le comité de direction de la banque. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus un problème de procédure, il n'y a plus un problème de transparence au niveau de la passation de marché à la BDAC. Alors, ces réformes structurelles et les réformes budgétaires au sein de la BDAC préoccupent également le Fonds monétaire international, hein, qui est aux côtés des États d'Afrique centrale confrontés à une crise économique. Et on voit le FMI qui suggère à la sous-région Afrique centrale de serrer la ceinture, de réduire les financements et les subventions accordées à des institutions qui peinent à avoir des performances selon les normes internationales. Comment vous réagissez suite à ces prescriptions, à ces recommandations du FMI? L'FMI est un partenaire naturel de la Banque centrale et des institutions financières des États. La BDAC, son partenaire naturel, c'est la Banque mondiale. Et en juin 2017, la Banque mondiale a réalisé une mission d'évaluation à la BDAC, a sorti un rapport et qui a fait un certain nombre de recommandations. Toutes ces recommandations pertinentes ont été intégrées dans les réformes que nous avons conçues et que le conseil d'administration a déjà adoptées. À part cela, il y a aussi eu 3 autres audits. Il y a eu un audit indépendant du cabinet Grant Thornton, il y a eu un audit de la COBAG, et il y a eu un audit des systèmes informatiques parce que nous avons aussi trouvé un système informatique qui ne permettait pas de travailler. Et les recommandations pertinentes de tous ces audits ont été intégrées dans les réformes que nous sommes en train de faire. Et bonne partie de ces recommandations faisaient déjà l'objet de mise en place avant que ces audits puissent être réalisés. Il est important que le FMI puisse avoir des informations de première main sur ce que nous sommes en train de faire, parce que nous voyons que certaines recommandations sont contradictoires. Parce que la Banque mondiale recommande une chose, le FMI recommande le contraire. Donc, on ne sait plus lequel suivre. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons expliqué à la Banque mondiale et au Fonds monétaire quelles sont les réformes que nous sommes en train de mener. On les a envoyées, les documentations sur ces réformes, et certains fonctionnaires du Fonds monétaire international, ils reconnaissent aujourd'hui qu'ils n'étaient pas bien informés sur ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, ils ont la bonne information et nous croyons que nous tous, on est maintenant dans la même longueur d'onde. Alors, la commission de la CEMAC a réveillé le Fonds de développement de l'Afrique centrale, le FODEC, avec des études de faisabilité qui ont été faites pour une dizaine de projets intégrateurs dans la sous-région. Et ces projets cherchent depuis quelques années déjà des financements importants pour qu'ils soient lancés. Quel est votre regard sur les initiatives prises comme celle-là dans la sous-région Afrique centrale et comment comptez-vous y jouer un rôle? Nous avions travaillé avec le président de la commission de la CEMAC sur le financement des projets intégrateurs. Et certains projets dont les études sont lancées, effectivement, ont été choisis d'accord partis. Et comme je vous ai dit, comment pensons-nous garantir le financement de ces projets? Par 2 volets différents. D'un côté, notre propre trésorerie disponible doit participer au financement de ces projets. Et par ailleurs, je vous ai informé que le 11 juillet 2018, on a signé un accord de cofinancement de projets avec Afreximbank pour un montant de 328 milliards que cette banque-là va mettre à disposition de financement de projets dans la zone CEMAC. Donc, ces 328 milliards seront utilisés essentiellement sur le financement de projets intégrateurs. Alors, quels sont ces projets les plus importants dans la sous-région qui vont justement favoriser cette intégration régionale et pour lesquels vous avez été sollicité? Bon, je crois que les projets intégrateurs sont repris dans un document et vous avez pu suivre les réunions de COPIL Pref CEMAC ces jours-ci.
Et il y a un pipeline de projets intégrateurs parfaitement définis. Ce n'est pas à nous de les définir parce qu'ils sont déjà définis. Il y a des grands corridors qui ont été définis. Il y a d'autres projets qui relient plusieurs États, soit en termes de communication routière, soit en termes de connexion électrique et d'autres. Tous ces projets sont susceptibles d'être financés. Au fur et à mesure que les études seront achevées, nous les financerons en même temps. Vous savez que la plupart de ces projets n'ont pas encore des études et d'autres des études sont en cours. Et c'est là où les institutions financières internationales critiquent un peu la sous-région Afrique centrale. C'est le manque de maturité des différents projets structurels et intégrateurs qui sont identifiés, mais pas toujours menés à leur terme, et les populations sont celles qui en souffrent le plus. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure que récemment, on a déjà lancé plusieurs études. Ce qui ne se faisait pas avant, si se faisait pas avant, c'est parce qu'il n'y avait pas une visibilité sur le financement. Au jour d'aujourd'hui, avec la commission de la CEMAP, la visibilité, les possibilités de financement ont été établies clairement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut déjà lancer la réalisation des études en sachant que derrière, on a les ressources financières qui vont répondre au financement, l'exécution de ces projets. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais, puisqu'on a déjà commencé ce chemin. L'essentiel, c'est déjà de continuer pour qu'on ne fasse plus de marche arrière. Alors pour vous, comment sortir de cette crise économique qui secoue la CEMAC depuis 2 ans? Vous avez évoqué le fait que ces pays de la sous-région se sont endormis, se contentant de la production du pétrole. Alors, comment faire pour sortir de la crise et pour développer sur le plan industriel les différentes économies de la sous-région? Nous l'avons dit, pour nous, c'est clair, nous avons déjà notre feuille de route et là où les priorités sont établies, qui est le plan stratégique 2017-2022. Et donc, le contenu, je vous ai décliné tout à l'heure. Mais la sortie de la crise économique n'est pas uniquement le financement de projets. Et il y a aussi la gestion des finances publiques et il y a aussi d'autres aspects. Mais nous restons dans le volet qui est le nôtre. C'est-à-dire que nous avons nous contenter de faire en sorte que les projets de développement pertinents et les projets qui peuvent créer de la richesse, qui peuvent créer de l'emploi, qui peuvent permettre que nos économies puissent transformer leurs matières, leurs produits de base, qui peuvent faire que nos économies réduisent leurs importations des engrais alimentaires et d'autres produits que nous pouvons produire ici, transformer ici. Dès lors que cela est atteint, nous nous contentons. Mais en ce qui concerne la gestion des finances publiques, je crois que ça concerne d'autres institutions. Alors, vous avez parlé du déficit de la balance commerciale. Vous l'avez certainement observé, ce tableau qui projette des dépenses énormes effectuées par les pays de la sous-région Afrique centrale pour l'importation des produits alimentaires qui avoisinent les 500 milliards de francs CFA, alors qu'il y a un potentiel agricole important. Quelles sont vos suggestions à ce niveau précisément? Et ce que nous faisons d'ailleurs, nous comptons organiser des journées de portes ouvertes au niveau de différents pays. Vous l'avez dit tout à l'heure que peut-être la BDAC ne s'est pas suffisamment communiquée dans le passé. Il faut que les opérateurs économiques et les pouvoirs publics connaissent réellement qu'est-ce que la BDAC peut faire pour que nos économies puissent aller de l'avant. Et ce que nous voulons faire, c'est déjà d'informer les opérateurs pour qu'ils sachent que dès lors qu'ils ont des projets de cette nature, la BDAC est à leur côté pour leur accompagner dans les structurations de ces projets, pour leur mettre les ressources financières nécessaires à disposition et pour leur suivre, les accompagner pendant tout au long de la vie du projet. Je crois que dès lors que nous-mêmes, nous décidons de promouvoir, d'avoir une agriculture solide, une agriculture vraiment industrielle, dès lors que nous nous disons que nous devons
transformer nos propres produits agricoles, nos matières de base, dès que nous décidons qu'au lieu d'importer la viande du Brésil ou de l'Argentine, il vaut mieux de l'importer du Cameroun ou du Tchad, qui sont des grands producteurs d'élevage et qui sont de l'élevage élevé en bio, pas sans les produits chimiques. Dès lors que nous restons dans la logique qu'on va importer rien que ce que nous ne pouvons pas produire ici, et surtout, ça serait mieux qu'on importe les équipements pour que nous puissions monter nous-mêmes les industries chez nous. Je crois qu'on sera dans une bonne voie pour que nos économies puissent se solidifier. Alors, les opérateurs économiques dans la sous-région Afrique centrale redoutent souvent les banques et les institutions financières en raison des garanties qui sont souvent demandées et difficiles à pouvoir pouvoir les donner à leurs banquiers ou à ces institutions financières. Que répondez-vous? Quelles sont les garanties qu'il faut pour solliciter la BEDAC lorsqu'on est un opérateur industriel qui se trouve dans la sous-région Afrique centrale? Effectivement, ça c'est un problème important et c'est un problème qui fait que parfois même les dossiers déjà approuvés ne puissent pas recevoir le financement dès lors que l'opérateur n'est pas en mesure de fournir les garanties demandées. Mais vous serez aussi d'accord avec nous que quand on prête l'argent, il faudra le récupérer. Parce que si on donne l'argent à fonds perdu, les autres qui viendront demain, on n'aura plus rien à leur donner. Et nous devons aussi rembourser les emprunts que nous contractons pour pouvoir financer les opérateurs. L'avantage principal que la BEDAC offre, c'est déjà que, à part l'accompagnement dans les structurations et l'exécution, c'est que nos conditions en termes de taux sont beaucoup plus réduites que ce que les banques commerciales offrent. C'est que nous donnons des durées beaucoup plus longues que les banques commerciales. Nous donnons toujours la possibilité de que le projet financier, l'industrie financière, entre en exploitation avant que le client commence à rembourser. Donc les délais de grâce sont conformes à la vie de la mise en place des projets. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'effectivement, un opérateur économique qui demande de l'argent pour financer le projet doit pouvoir garantir. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une garantie concrète, c'est que c'est à l'analyse au cas par cas qu'on voit, on demande à l'opérateur quelles sont les garanties que vous-même vous croyez que vous pouvez donner et on analyse ces garanties. Et s'ils sont suffisants, on les présente au conseil d'administration, il donne faveur et on va de l'avant. Mais on ne peut pas donner des crédits en blanc sans garantie. Vous serez d'accord avec moi que ça ne serait plus une banque, ça serait une institution caritative. Alors, quel rôle la conférence des chefs d'État d'Afrique centrale joue pour permettre à la BEDAC d'assurer pleinement ses missions dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale? La conférence des chefs d'État, c'est eux-mêmes qui ont créé la BEDAC et ils suivent de près l'évolution des activités de la BEDAC. Le rôle principal que nous donnons de la conférence des chefs d'État, c'est déjà aussi de nous donner ces marques de confiance. Parce que c'est eux-mêmes qui doivent déjà montrer qu'ils ont pleine confiance à leur institution de financement. Et c'est ça que nous faisons quand on va à l'extérieur, parce qu'ils doivent voir que l'institution a un soutien ferme de leurs autorités. Et jusqu'à aujourd'hui, ce soutien existe. Donc, on n'a vraiment pas de doute que la BEDAC bénéficie du soutien des autorités. Mais à chaque fois qu'il y a des difficultés que nous estimons que nous devons porter à leur connaissance, nous ne manquons pas de le faire lorsque les chefs d'État se réunissent et pour qu'ils puissent prendre des mesures appropriées. Je vous ai dit tout à l'heure que suite à la situation financière qui prévalait en 2015, ce sont les chefs d'État qui avaient décidé que la BEAC met 80 milliards par an à disposition de la BEDAC pendant 3 ans pour qu'on puisse surmonter la situation transitoire qui existait à ce moment-là. Alors aujourd'hui, vous envisagez d'aller au-delà de l'Afrique centrale. Quels sont les objectifs et les raisons de cette nouvelle démarche et comment comptez-vous y arriver et avec quels partenaires? Et nous disons que la BEDAC a des actionnaires de la CEMAC, mais la BEDAC a aussi des actionnaires
non régionaux. Et quand quelqu'un investit dans une entreprise, dans une institution comme la BDAC, il attend aussi de retomber. Et nous nous disons, si la BDAC finance les pays de la CEMAC, pourquoi ne pas financer les projets dans les autres pays actionnaires non régionaux? Nous ne trouvons pas que cela se justifie. Parce que ça aussi, ça ferait partie des bénéfices et ça pourrait aussi attirer d'autres investissements. Nous disons, aujourd'hui, la BDAC, les ressortissants de la CEMAC qui peuvent être employés de la BDAC. Mais si on peut trouver des cadres intéressants dans des autres pays actionnaires, pourquoi ces gens-là ne pourraient pas travailler à la BDAC? La force des autres institutions comme la BAD et autres, aujourd'hui à la BAD, vous trouvez les Chinois, vous trouvez les Japonais, les Indiens, etc. etc. Puisque si l'institution gagne en termes de compétences en ressources humaines, c'est toute la communauté qui gagne. Et nous disons aussi pourquoi la BDAC ne financerait pas un projet au-delà de la CEMAC et au-delà des États actionnaires si l'intérêt de la banque le justifie. Donc, il ne faut pas fermer ces portes, il faut ouvrir pour que dès lors qu'il y a une possibilité, il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'est une banque. Et cette banque doit rentabiliser ses ressources et doit présenter des dividendes à ses actionnaires. Merci Fortuna Ofambo Djama. Je précise que vous êtes le président de la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Merci de nous avoir reçus ici à Malabo. C'est moi qui vous remercie. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission spéciale de tendance économique réalisée ici à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, au siège à la représentation nationale de la BDAC. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Equinox Télévision.